bienvenue à vous tous. Donc, je me présente, je suis Pauline, je suis chargée de webinaire ici à Technofuturtique. Et donc, vous participez au premier webinaire qui sera donc sur Mailchimp. Alors, vous avez un peu le déroulé, le menu du jour. On va parler de Mailchimp, on va essayer de créer son emailing en 45 minutes. Et donc, on commencera par quelques bonnes pratiques de l'emailing. Puis, on ira directement dans l'outil Mailchimp, où on apprendra à créer et configurer son compte, à créer et gérer sa liste de contacts, et enfin, créer, éditer et programmer sa campagne d'emailing. Et on terminera par une petite conclusion pour aller plus loin. Et surtout, très important, j'ai oublié de présenter Sandra Smet, qui est votre orateur, votre formateur pour aujourd'hui, et qui est donc membre de la team Clé2Web, de l'agence marketing et communication sur le web. Allez, il est 14h, je vais vous laisser avec Sandra. Il est passé 14h. Bon webinaire. Merci Pauline. Eh bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour le tout premier webinaire organisé par Technofuturtique. Donc, comme Pauline vous l'a annoncé, c'est court. On a 45 minutes pour lancer notre première campagne Mailchimp. Alors, c'est un pari un petit peu fou, comme le tour du monde en 80 jours, mais on va essayer de s'y tenir aujourd'hui. Donc, j'y crois, on va y arriver. Alors, je me présente, je m'appelle Sandra Smet. Si vous voulez savoir qui je suis, si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à aller voir mon profil LinkedIn directement. Vous allez voir, c'est un profil un peu long, un peu bizarre, parce que ça va vous parler de latin, de grec, de sanskrit, de médecine ayurvédique, et puis finalement de web marketing. Mais voilà, je vous laisse un petit peu découvrir par vous-même de quoi il retourne. Alors, pour commencer, on va démarrer directement avec notre introduction, juste quelques mots sur ce qu'est l'emailing, pourquoi Mailchimp et quelles sont les bonnes pratiques. Alors rassurez-vous, cette introduction sera très très courte, puisque 45 minutes, encore une fois, ça ne nous laisse pas le temps de disserter énormément. Parlons peu, mais parlons bien. Pourquoi l'emailing aujourd'hui et pourquoi plus particulièrement utiliser Mailchimp? L'emailing, d'abord, c'est un excellent outil au niveau du marketing. Pour ceux qui en doutent encore, c'est un des canaux marketing qui offre le meilleur retour sur investissement à l'heure actuelle. On considère que pour $1 investi au niveau de l'email marketing, on générerait un revenu d'à peu près $43, ce qui n'est évidemment pas négligeable, loin de là. Alors, quand je donne cette formation Mailchimp, généralement, on pose souvent la question, mais est-ce que vous pensez que ça fonctionne encore l'email? Parce que moi, j'ai l'impression de recevoir de plus en plus d'emails, de recevoir des spams, je suis inondée de messages commerciaux, je ne les lis pas, je ne les ouvre pas. Eh bien, en réalité, quand on regarde un petit peu ce qu'il en est au niveau du taux de conversion des emails, on constate, peut-être pour votre surprise, que l'email marketing demeure un outil marketing très puissant, très convaincant, pour la plupart des utilisateurs. Ne fût-ce déjà que de voir le nom de la marque dans sa boîte de messagerie est un incitant à peut-être se rendre au magasin. Ici, je vous livre une statistique, voilà, peut-être à prendre avec des pincettes, puisqu'on est dans un contexte européen, ce sont des statistiques américaines, mais quand même, 59% des personnes qui avaient été sondées dans cette enquête avouaient être influencées effectivement dans leur processus de décision par les mails publicitaires qu'ils reçoivent. Alors, pourquoi particulièrement Mailchimp? Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous utilisez déjà Mailchimp. Alors, Mailchimp est effectivement symbolisé par un petit singe. Pour ceux qui ont déjà visité la plateforme, ils n'auront pas manqué l'humour bien spécifique de Mailchimp. Pourquoi Mailchimp est sympa? Parce que d'abord, il n'est pas très très cher. Pour un usage professionnel, on peut s'en sortir déjà avec un compte gratuit jusqu'à 2000 contacts et 12 000 envois par mois. Il n'est pas très compliqué. La prise en main peut se faire assez rapidement puisque justement l'objet de ce jour est de vous apprendre à utiliser Mailchimp en 45 minutes. Il n'est pas louche du tout. Donc en fait Mailchimp a une politique anti-spam assez stricte. Il est assez rigoureux au niveau de l'utilisation de sa plateforme, ce qui garantit en fait à la plateforme un certain sérieux, une certaine crédibilité. Et enfin je dirais qu'il n'est pas décevant, puisque vous allez voir que même en version gratuite, Mailchimp vous propose pas mal de fonctionnalités très intéressantes
et qu'il constitue un outil très puissant d'envoi d'emailing ciblé. Les bonnes pratiques, je ne vais pas vous détailler maintenant toutes les pratiques rédactionnelles de l'emailing parce que pour ça, il faudrait un autre webinaire, mais je voulais vraiment mettre en avant ici une règle d'or en général pour l'email marketing. Vous allez devoir absolument donc envoyer le bon email à la bonne personne au bon moment. C'est un petit peu les 3 couches de votre gâteau, le chocolat, la chantilly et les fraises au-dessus. Donc, le bon email, ça veut dire quel contenu vous allez mettre dans votre email, quel message vous allez adresser à votre utilisateur. Est-ce que vous allez le renvoyer, par exemple, vers un article de blog, etc. La bonne personne, c'est comment vous allez cibler votre campagne d'email marketing. Est-ce que vous connaissez bien votre audience et est-ce que vous savez sur quels critères vous allez intéresser votre audience? Alors, on parle alors de segmentation, c'est-à-dire la façon dont vous allez couper, en quelque sorte, vos listes d'envoi, les cibler pour envoyer le contenu le plus pertinent possible à un groupe d'utilisateurs. Cette segmentation peut se faire sur des critères sociodémographiques, par exemple l'âge, le genre, le lieu. Vous avez une boutique à Charleroi, une à Mons, vous pouvez segmenter vos envois pour les habitants de Mons ou de Charleroi. Mais il y a aussi des segmentations par comportement, par exemple les pages qui ont été vues sur votre site web. Est-ce que ce sont des clients récurrents? Est-ce que ce sont des VIP, comme on les appelle, etc. Au bon moment, c'est-à-dire, où en est-il votre utilisateur dans son parcours par rapport à votre marque? Est-ce qu'il vous connaît déjà très bien? Est-ce que c'est un client récurrent? Est-ce qu'il en est au processus de décision d'achat ou est-ce qu'il faut encore un petit peu l'éduquer pour l'amener à ce processus de décision d'achat? Donc, où en est-il exactement? Est-ce que vous avez besoin de l'alimenter avec des contenus informatifs avant de le diriger vers une action précise à effectuer sur votre site web? Donc, quand je parle de bon moment, il ne s'agit pas ici vraiment du moment de l'envoi. Ça aussi, c'est une question qui revient souvent en formation. Quel est le meilleur jour pour envoyer ces emails? Alors, tout va dépendre du secteur d'activité dans lequel vous exercez. Si vous êtes dans un secteur plutôt orienté loisirs, shopping, etc., le fait que les emails soient envoyés le week-end ne va pas vraiment poser problème. Par contre, si vous êtes plutôt dans du B2B, comme on appelle ça, c'est-à-dire vous faites des affaires en direct avec des entreprises, il sera sans doute préférable de viser les heures d'ouverture et les jours ouvrables des entreprises, donc c'est-à-dire du lundi au vendredi, généralement entre 9h et 17h. Donc ça, ce sont un petit peu les grandes lignes. Ceci dit, cette question du meilleur jour ou du meilleur moment pour envoyer une campagne d'emailing est de moins en moins importante, capitale, je vais dire, au niveau de votre campagne d'email marketing, puisque vous en avez tous fait l'expérience. Aujourd'hui, on ouvre de plus en plus nos emails un petit peu à tout moment de la journée grâce à l'utilisation du mobile particulièrement. Donc voilà, c'est une réponse qu'on peut tout à fait nuancer, donc aucune contrainte particulière. C'est souvent le bon sens qui va vous guider et surtout le testing. Donc ça, je ne peux que trop vous encourager à tester différents moments, voir ceux qui fonctionnent le mieux et c'est au bout d'un certain temps, vous verrez effectivement quels moments correspondent le mieux à votre public cible. On repasse à une autre bonne pratique sur laquelle je voulais absolument insister aujourd'hui. C'est la question des bonnes pratiques au niveau légal, je vais dire, et au niveau des règles anti-spam. Donc, on a créé une belle campagne d'emailing, on a bien ciblé le message, le contenu, le moment, etc. Il serait dommage que notre email passe directement à la trappe et tombe dans les spams. Donc, pour éviter que notre mail ne tombe dans les spams, il faudrait respecter toute une série de bonnes pratiques, puisqu'en fait, votre messagerie email, elle va attribuer des mauvais points aux mauvaises pratiques. Et c'est l'accumulation de tous ces mauvais points qui va faire que votre email va directement tomber dans la boîte des spams. Alors, la pratique essentielle pour moi, c'est la première dans cette liste, c'est avoir une base de données propre. Donc ça, c'est très très important. Faites bien attention à votre liste de contacts. Et je pense que là, je réponds déjà en partie à une des questions qui est posée. Il est très important d'obtenir les emails des personnes sur une base volontaire, explicite, et que l'utilisateur sache à quelle fin va être utilisé son email. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. N'hésitez pas à régulièrement vérifier la qualité de votre base de données, tester éventuellement votre base avec des outils externes à Mailchimp. Par exemple, nous en agence, on utilise Email Bulk Checker, qui vous permet d'importer directement vos emails dedans et de voir ceux qui sont encore valides, ceux qui ne le sont plus, ceux qui sont un peu douteux. Donc ça, très important. Pour les autres pratiques, les autres critères qui peuvent influencer sur les filtres anti-spam, je vous laisse évidemment découvrir la liste ici.
Alors, Vincent me demande les concurrents de MailChimp et les forces faiblesses. Alors, vaste question. MailChimp a pas mal de concurrents. Le secteur de l'emailing est un secteur très concurrentiel. Vous en avez plein. Vous avez par exemple Sendinblue qui est assez connu. Et alors, si vous avez été un petit peu attentif ces derniers temps à l'évolution de MailChimp, vous aurez remarqué que quand on ouvre son compte MailChimp, comme on va le faire juste après, on voit que MailChimp se prétend un outil de marketing automation. Donc, si vous regardez un petit peu le titre dans l'onglet au-dessus de MailChimp, vous voyez qu'il est mis marketing automation. Et donc, c'est vrai que toutes ces solutions d'emailing professionnelles tendent de plus en plus à devenir des outils d'automatisation d'envoi d'email. Et ça, c'est vrai que c'est une des grandes forces de MailChimp, c'est de permettre d'aller assez loin dans ce processus d'automatisation. Cependant, comme tous les autres outils de ce type, MailChimp demeure quand même un outil essentiellement axé sur l'emailing. Donc, ne vous attendez pas à pouvoir relier actuellement dans cette plateforme l'ensemble de vos canaux marketing. Ce n'est pas encore possible. Je pourrais encore détailler d'autres points par rapport à cette question, mais est-ce que vous avez une question plus précise par rapport à MailChimp? Alors, je passe à la question de Jean-François. Construction de la base de données de clients. Peut-on inscrire des personnes ou faut-il leur assentiment? Voilà, c'est la question dont je parlais tout à l'heure. Effectivement, vous ne pouvez pas normalement inscrire des personnes à l'insu de leur plein gré, comme dirait l'autre. Il faut avoir leur accord préalable, spécifique, informé. Ils doivent savoir exactement à quoi va servir leur email. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard aussi dans MailChimp. Alors, voici la plateforme MailChimp. Alors, la première fois que vous voulez vous connecter à MailChimp, vous tapez MailChimp simplement. Vous allez accéder à la plateforme MailChimp et on va vous demander de créer un login et mot de passe pour vous connecter. Gratuitement, bien entendu, au départ. Alors, login, mot de passe, je disais tantôt que MailChimp est assez strict au niveau des règles, etc. Au niveau sécurité, il ne plaisante pas non plus. Donc, vous verrez que le mot de passe doit être sécurisé. Il vous impose notamment d'utiliser des caractères spéciaux, comme des majuscules, des underscores, etc. Donc, c'est un premier gage de sérieux, évidemment, choisir un mot de passe sécurisé. Une fois que vous avez créé votre login mot de passe, donc votre compte est prêt, vous accédez à cette fenêtre, ce tableau ici. Alors, d'abord, je vais vous guider de la façon la plus générale. On va partir du plus général pour aller vers le plus particulier, bien entendu. Ici, en haut à droite, vous avez accès à votre profil personnel. Donc, ça veut dire qu'on peut être plusieurs utilisateurs d'un même compte MailChimp, ce qui est particulièrement pratique, évidemment, dans le travail collaboratif en entreprise. Chaque collaborateur au compte MailChimp aura son propre profil, aura ses propres accès au compte MailChimp. Si je clique ici sur le profil, je vais accéder au niveau le plus général en cliquant sur « Account ». Une fois que j'ai cliqué sur « Account », vous voyez qu'un sous-menu apparaît qui me permet donc de configurer entièrement mon compte MailChimp. Alors, je vais un peu plus insister aujourd'hui sur les settings, c'est-à-dire les paramètres de votre compte. Ici, vous verrez les détails de votre compte, avec le nom du compte qui généralement sera le nom de votre entreprise. Très important, n'oubliez pas de configurer le fuseau horaire de votre compte pour éviter d'envoyer vos campagnes en plein milieu de la nuit. Et puis ici, format de date, format monétaire, qui sont les formats européens. Et à chaque fois, il faudra bien penser à faire le petit sauvegarder ici en bas. Généralement, toutes les pages se présentent de la même façon dans MailChimp. Une fois que les détails du compte ont été configurés, on passe aux utilisateurs, les users. Alors, les users, vous voyez donc ici, on a déjà quelques utilisateurs dans cette plateforme. Pour inviter de nouveaux utilisateurs, c'est très simple. Vous avez ici le bouton à droite. Ensuite, vous allez inviter à l'email de vos collaborateurs toutes les personnes qui ont besoin d'accéder à la plateforme. Et vous pouvez, comme vous voyez ici, attribuer différents accès selon les droits que vous souhaitez accorder à ces différents utilisateurs. Donc, vous avez les accès admin, les accès propriétaires du compte. Voilà, il y a aussi éditeur. Vous pouvez aussi donner un accès éventuellement à vos clients, un accès qui sera limité à la consultation des rapports de campagne, par exemple. Donc, c'est très pratique. Contact Information, c'est un autre onglet assez important à configurer dès le départ. Donc, vous avez ici un récapitulatif
de votre profil, du compte principal, donc la personne de contact de ce compte, et les données ici de paiement, etc. Et tout en bas, vous voyez, quand vous aurez créé vos premières listes de contacts dans Mailchimp, vous aurez un récapitulatif complet de toutes les listes de destinataires qui ont été créées, avec à chaque fois le nom de contact pour cette liste-là, le nom de l'entreprise, l'adresse, l'email et le permission reminder sur lequel on reviendra dans un instant. Voilà, l'essentiel de la configuration a été fait. Vous voyez déjà ici que vous avez toutes les données de paiement qui peuvent être introduites. Donc, quand on dépasse les 2000 contacts par mois et les 12 000 envois par mois. Alors, une fois que notre compte a été créé et configuré, on passe à l'étape suivante. Dans notre plan, c'est la gestion de la liste. Alors, vous voyez ici dans le menu d'en haut, nous avons les campagnes, les templates, les listes et les rapports. Donc, pour créer sa liste, on va évidemment aller dans l'onglet « Liste » ici. Et nous avons la possibilité, en haut à droite, de créer notre première liste. Alors attention, il ne faut pas être trop gourmand au niveau des listes. Sachez qu'une liste, c'est le niveau le plus général de la gestion de vos contacts email. Donc, vous n'allez créer une liste qu'à partir du moment où vous savez que des utilisateurs doivent absolument recevoir un ensemble d'emails communs. Si, par exemple, imaginons, vous avez des contacts néerlandophones et francophones, il peut être évidemment opportun de créer une liste avec vos destinataires francophones et une autre avec vos destinataires néerlandophones, puisque jamais ces deux audiences ne recevront les mêmes emails. Donc, ils auront vraiment une gestion complètement séparée à l'intérieur de listes distinctes. Si par contre, vous avez une liste et à l'intérieur de cette liste, vous savez que vous allez envoyer certains emails communs et puis d'autres qui seront un peu plus spécifiques. Donc, vous avez une boutique de vêtements, vous envoyez régulièrement des listes avec les nouvelles collections et puis de temps en temps, vous envoyez des emails promotionnels avec les promos spécifiques à telle boutique à Charleroi et à telle boutique à Mons. Dans ce cas, vous n'allez pas créer des listes différentes. Vous allez créer une seule liste, mais à l'intérieur de cette liste, vous allez créer ensuite ce qu'on appelle des segments. Des segments, si vous voulez, ce sont des sous-ensembles de votre liste basés sur des critères soit sociodémographiques, soit comportementaux. J'en ai parlé très brièvement tantôt dans l'introduction. Et en fait, ces critères vont se présenter sous la forme d'une liste de conditions. Donc, vous allez ici aller dans segments et préciser quelles sont les conditions de votre segment. Par exemple, je vais cibler tous les gens qui habitent Charleroi et qui ont moins de 50 ans, juste pour l'exemple. Donc ça, c'est tout à fait possible avec Mailchimp. Mais là, ça demande déjà une personnalisation un peu plus avancée de vos campagnes d'email marketing. Alors, on va revenir pour l'instant au niveau le plus général, au niveau de la liste. Et nous allons donc faire créer notre liste. Une fois que je suis là, vous voyez que très simplement, il me propose à nouveau de poursuivre. Et voici qu'il affiche donc les détails de ma liste. Alors, je vais donner d'abord un nom à ma liste. Donc, par exemple, newsletter Technofuture, puisque nous sommes à Technofuture. Je vais pouvoir ici créer une adresse par défaut d'envoi. Alors, c'est une adresse par défaut, ça signifie évidemment qu'à chaque campagne spécifique, vous allez pouvoir manuellement modifier cette adresse d'expédition, mais vous pouvez mettre une adresse par défaut. Si elle est toujours la même, elle sera reprise automatiquement dans vos campagnes. Donc, attention, ici, il vous faut une adresse professionnelle qui comprend le nom de domaine de votre activité. Si possible, évidemment, une adresse professionnelle. On ne peut pas envoyer ce type de campagne avec des adresses Gmail, par exemple, ou Hotmail. Donc ici, on va mettre info@technofuture.be. Ce sera l'adresse d'envoi par défaut. Ensuite, même chose, le nom de l'expéditeur par défaut. Alors, ici, je vais à vous poser une petite question. Selon vous, qu'est-ce qui est préférable? Est-ce que je dois mettre comme expéditeur Technofuture TIC comme nom d'expéditeur, ou bien Pauline Moulin,
ma collaboratrice qui est à côté de moi, ou encore un mix des deux pour pas trop trancher, Pauline de Technofuture TIC. Donc autrement dit, est-ce que je vais prendre uniquement le nom de l'entreprise? Est-ce que je vais mettre le nom de la personne? Ou est-ce que je fais un mélange des deux? Alors malheureusement, je ne peux pas vous demander pourquoi vous avez répondu telle ou telle réponse, ce qui est dommage, parce que j'aurais bien aimé poursuivre la discussion en live. Mais je pense pouvoir comprendre ce qui vous a motivé à répondre telle ou telle chose. Alors, pour ceux qui ont répondu par le nom et le prénom, j'imagine que dans votre esprit, c'est préférable parce que ça personnalise un peu l'envoi d'email. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu le point de vue de l'école américaine, je vais dire, d'email marketing, c'est de considérer qu'il est toujours mieux de mettre un nom de personne comme expéditeur de son email, puisque ainsi, on va donner un côté beaucoup plus humain, beaucoup plus chaleureux, personnel à son email. La deuxième option, le nom de l'entreprise, eh bien ça, j'imagine que vous avez répondu de cette façon, dans l'idée que c'était plus professionnel et que le nom de l'entreprise était plus connu, plus crédible, plus rassurant que le nom d'une simple personne. Et puis en fait, pour ceux qui ont répondu la dernière solution, j'imagine que vous trouvez ça sympa d'avoir le nom d'une personne pour rassurer les gens et donner un côté humain, mais d'un autre côté, vous ne voulez pas qu'on perde de vue le nom de l'entreprise qui, quand même, au niveau de la notoriété, est sans doute préférable. Alors en réalité, encore une fois, j'aurais pu mettre une dernière solution, il n'y a pas de réponse absolue, hein. C'est un petit peu la réponse du Normand, mais c'est en fait la bonne réponse. Tout dépend, encore une fois, de votre public cible, de votre activité, de votre notoriété personnelle et de la notoriété de votre entreprise. C'est vrai que les Américains vous diront que le prénom, le nom, c'est important pour le côté relationnel, et ce n'est pas faux, ça peut donner de très bons résultats. Mais évidemment, si on ne vous connaît pas à titre personnel, si vous êtes une grande entreprise qui a pignon sur rue, comme Microsoft par exemple, le nom de Microsoft est beaucoup plus connu que le nom de Pauline Moulin. Ça, c'est clair. Donc, tout dépend un petit peu de votre notoriété à la base. Alors, nous, on a testé auprès de nos clients parce qu'on aime bien quand même de tester, de ne pas trop se baser sur ce que les théoriciens racontent. Et c'est vrai que sur le marché belge, avoir uniquement le prénom et le nom de la personne, bien, ça ne fonctionne pas énormément la plupart du temps. Nos clients, et plus précisément leur audience, aiment bien avoir un rappel du nom de l'entreprise qui envoie l'email. Sans doute pour le facteur justement notoriété. Donc généralement, nous ce qu'on pratique, c'est la dernière solution, mettre un prénom et le nom de l'entreprise, ou bien uniquement le nom de l'entreprise. Et généralement, on obtient de meilleurs résultats de cette façon-là. Mais donc, bravo à chacun, parce que effectivement, en fait, personne n'a réellement tort dans ce débat. Chacun doit à nouveau tester de son côté, expérimenter et voir ce qui donne les meilleurs résultats. Alors ici, je vais mettre Pauline de Technofuture. C'est la star du jour, Pauline. Ensuite, toujours dans la gestion des listes, vous avez la possibilité de configurer l'URL de votre campagne par défaut, encore une fois. Alors, c'est quoi cette URL de campagne? Eh bien, en fait, vous avez sans doute déjà reçu des emails où les images ne s'affichent pas correctement. Vous avez la possibilité à ce moment-là de cliquer sur un lien « Ouvrir » dans votre navigateur. Vous cliquez, vous vous retrouvez avec la belle newsletter affichée en grand dans votre navigateur. Et là, vous voyez tout en haut l'adresse, l'URL de la newsletter. Et donc ici, idéalement, n'hésitez pas à mettre aussi votre nom de domaine directement après le / de Mailchimp pour rappeler le nom de votre entreprise ou de votre marque. Et j'en arrive à un point très important ici. C'est un peu la partie mal aimée de l'email marketing, c'est l'aspect légal, hein. Si vous regardez Fort Boyard, vous connaissez Duralex, Sedlex, donc la loi est dure, mais c'est la loi et nous devons tous nous y plier. Et il faut savoir qu'au niveau européen, la législation est de plus en plus stricte au niveau du traitement et de la collecte des données. Et donc, nous sommes tenus d'informer l'utilisateur sur la façon dont nous avons récolté leur adresse email et sur la façon dont nous allons utiliser cette adresse email. Et donc, ici, Mailchimp nous impose de rédiger ce qu'il appelle un Permission Reminder, donc un rappel de l'autorisation qui a été accordée pour envoyer justement des campagnes d'emailing. En réalité, automatiquement, Mailchimp insère dans ses emails un lien cliquable par l'utilisateur qui lui permet de voir ce Permission Reminder et donc de comprendre pourquoi exactement il reçoit l'email que vous lui avez envoyé.
Donc ici, essayez de mettre une phrase qui reporte de façon suffisamment précise la façon dont vous avez collecté son email. Par exemple, vous recevez cet email suite à un échange transactionnel, suite à une demande de devis, suite à une rencontre sur notre salon Intel, etc., etc. Donc ça, c'est très important au niveau légal. Toujours pour des raisons légales, vous allez devoir mettre le nom de votre entreprise, l'adresse postale, ça fait partie des mentions légales. Donc, si ce n'est toujours pas fait sur votre site, mettez-vous en ordre, c'est très important. Le code postal, bien entendu, le pays et éventuellement le numéro de téléphone. Sans cela, Mailchimp ne vous permettra pas tout bonnement d'envoyer vos emails à vos utilisateurs. Alors, on retourne dans nos listes. Une fois qu'elle a été créée, eh bien, on va voir la liste s'afficher dans l'ensemble de nos listes. Ici, c'est un contexte, donc évidemment, vous voyez qu'on a des listes avec 0 ou 1 destinataire. C'est juste pour la démonstration. Alors, on accède à notre liste en cliquant dessus. Pour importer des contacts, tout naturellement, on va aller ici dans Add Contacts, ajouter des contacts. Et soit je vais ajouter mes contacts un par un, ou bien, plus logiquement, et je suppose que vous faites tous comme ça, on va importer directement ces contacts. Quand je veux importer mes contacts, il me propose différentes solutions. Personnellement, celle que je trouve la plus simple, c'est simplement de copier-coller depuis un fichier Excel. Vous copiez toutes les colonnes de votre fichier Excel et vous sélectionnez ceci. Puis vous vous laissez guider par Mailchimp et vous poursuivez. Donc vous voyez ici, vous n'avez qu'à copier-coller dans ce cadre directement et poursuivre toujours les étapes. Un petit conseil, essayez évidemment que votre liste en dehors de Mailchimp soit la plus proche possible de votre liste dans Mailchimp. Donc, que les champs des colonnes correspondent effectivement aux champs que vous souhaitez voir apparaître dans Mailchimp. Tout ça, évidemment, pour pouvoir par la suite personnaliser éventuellement vos envois. Tout à l'heure, je parlais de l'exemple, je veux cibler les gens qui habitent Charleroi. Ça veut dire que dans mon Excel, je dois avoir une colonne avec la commune dont sont issus mes contacts. Et aussi, dans Mailchimp, je dois prévoir évidemment d'importer cette colonne lors de l'import des contacts. Plus vous allez segmenter et cibler, plus vos campagnes devraient afficher de bonnes performances au niveau de l'ouverture du clic et de la conversion. Alors, il nous reste le dernier point à aborder pour être dans les temps, c'est de créer, éditer et programmer notre campagne. Vous l'aurez compris, on va retourner ici dans le menu principal tout en haut et on va cliquer sur campagne. Alors, Mailchimp a pas mal évolué ces derniers temps. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu la plateforme, vous n'êtes peut-être pas habitué à cette présentation de Mailchimp qui est en train d'évoluer pas mal depuis quelques temps. Mailchimp va dans le sens d'une plus grande aide en fait à l'utilisateur. Il essaye déjà de catégoriser de façon un peu plus claire ici à gauche par des raccourcis. Et quand vous créez maintenant une campagne, si ça fait longtemps que vous ne l'avez plus fait, vous verrez que Mailchimp vous propose carrément une aide pas à pas dans la création de votre campagne selon vos objectifs de campagne. Donc selon vos objectifs d'email marketing, il va vous proposer tel ou tel type d'email à envoyer. Alors ça, c'est vraiment si vous voulez tout prendre de zéro, vous pouvez utiliser cette méthode. Nous, en agence, on préfère quand même configurer par nous-mêmes sans trop se laisser prendre par la main. Et donc, on va directement cliquer sur « Créer un email » ici, en bas à gauche. Alors, créer un email, vous voyez, vous avez 4 options en haut. On va ici pour l'exercice du jour, partir d'une campagne tout à fait régulière, normale, sans aucune spécificité, ce qu'on appelle une campagne régulière. Et donc ici, on va mettre un nom à notre campagne. Alors, ce nom de campagne, il ne sera pas vu par vos utilisateurs, c'est simplement le nom que vous allez utiliser en interne pour vous y retrouver dans vos différentes campagnes. Donc ici, pour l'exemple, je mets simplement campagne test. Première étape, choisir la liste de vos contacts qui va recevoir cette campagne. Alors, vous voyez que Mailchimp ici est particulièrement intuitif pour la première prise en main puisqu'il vous met carrément un fil d'Ariane en bas qui va vous permettre de passer d'étape en étape jusqu'à la confirmation, la validation et l'envoi de votre campagne d'emailing. Et évidemment, via ces différents liens en bas, vous pourrez facilement revenir à une étape précédente si c'est nécessaire. Tant que la campagne n'a pas été envoyée, tout peut être remodifié. Donc ici, je choisis d'abord ma liste de recipients en anglais, donc ma liste de destinataires. Je prends celle-ci. Vous voyez que je peux envoyer ma campagne à l'entièreté de la liste ou bien à un segment. Si je clique ici, que se passe-t-il? Hop, il me propose
et ça aussi c'est assez récent dans Mailchimp, il me propose des segments prédéfinis. Donc des segments que je n'aurais pas moi-même créés en choisissant les conditions d'envoi, mais des segments que lui-même me propose par défaut, parce qu'il est très malin et il sait ce qui peut m'intéresser en tant qu'agence web marketing. Donc par exemple, il va me proposer directement de regrouper entre eux tous les nouveaux inscrits à ma newsletter, donc tous ceux qui se sont inscrits dans les 7 derniers jours, et de leur envoyer une campagne spécifique. Ou bien, très intéressant aussi, de créer un email pour tous les utilisateurs, tous les abonnés qui sont inactifs depuis quelque temps, et donc que j'aimerais bien réactiver par exemple par une campagne promotionnelle. Donc, à vous de choisir votre liste de destinataires. Ici, je mets la liste entière. Ensuite, je passe à la deuxième étape, les paramètres de ma campagne. On retrouve le nom de la campagne. Alors, le nom de la campagne, je vous le disais, les utilisateurs ne le voient pas. Par contre, l'objet de l'email, lui, est capital pour donner envie à vos utilisateurs d'ouvrir l'email. Quand vous avez un taux d'ouverture très faible dans vos campagnes d'emailing, il y a fort à parier que l'objet de l'email n'intéresse pas spécialement vos utilisateurs ou que votre envoi n'est pas suffisamment ciblé. Donc, vous devez particulièrement soigner cette section, cette partie de votre campagne pour donner envie d'ouvrir l'email. Ici, il vous indique que 150 caractères maximum sont préférables. N'hésitez pas à encore descendre le nombre de caractères. Statistiquement, il est montré que plus l'objet de l'email est court, plus il aura tendance à performer, à donner de bons taux d'ouverture. On considère généralement qu'un bon nombre de caractères se situe aux environs de 50 caractères, espace compris. Et aussi, n'oubliez pas de mettre un verbe d'action éventuellement pour encore plus inciter l'utilisateur à faire l'action. Donc, découvrez notre formation gratuite en 45 minutes, par exemple. Voilà. Si je suis en dessous de mes 50 caractères, c'est parfait. 50 caractères, pourquoi? Parce qu'aussi les utilisateurs vont l'ouvrir essentiellement sur mobile et là encore, le nombre de caractères qui va s'afficher sera relativement limité. Alors, attention aux règles anti-spam, hein, j'ai brièvement évoqué au tout début. Évitez les mots un peu spammy dans les objets d'email, hein, comme maigrir par exemple, c'est un mot à bannir de son vocabulaire parce que ça risque de faire basculer votre mail directement dans les spams. Évitez de tout écrire en majuscule aussi, hein. La majuscule dans le langage web, c'est crier, c'est hurler à l'oreille de l'utilisateur, donc on va éviter tout ce qui risque de nous sanctionner. Vous pouvez éventuellement ici ajouter des petits emojis, hein, à utiliser avec modération, surtout si vous travaillez dans un secteur relativement sérieux, hein. Donc ça dépend un petit peu à nouveau de votre activité. Le nom de l'expéditeur, ben voilà, ici j'ai fait un mix, Sandra de Clé2Web, j'ai mis le prénom et le nom de l'entreprise, l'adresse de l'expéditeur. La campagne ici a été optimisée au niveau de son URL avec le nom de mon entreprise, puis ici le titre de ma campagne, de mon objet. Deuxième section de cette configuration, c'est toutes les règles ici que je vais imposer à Mailchimp pour le tracking de mes campagnes. Ça aussi c'est important, donc ça va permettre en fait à Mailchimp de mesurer les performances de vos campagnes, de voir combien il y a eu d'ouverture, qui a ouvert, vous pourrez savoir précisément quel utilisateur a ouvert votre email, qui a cliqué, à quel endroit a-t-on cliqué, etc., etc. Si vous avez un compte Google Analytics lié à votre site web, n'hésitez pas évidemment à activer ici le lien Google Analytics pour pouvoir mesurer le trafic venu sur votre site web depuis une campagne d'emailing. Enfin, ici, vous avez quelques options supplémentaires qui concernent essentiellement le partage sur les réseaux sociaux. Troisième étape, c'est le choix du design, le template. Alors, un des formidables avantages de Mailchimp, je vous disais que Mailchimp est relativement facile à prendre en main, c'est que vous n'allez pas devoir vous casser la tête au niveau de la création du design. Sauf si vous êtes codeur, développeur, là, vous allez évidemment coder par vous-même l'ensemble de votre newsletter, mais sinon, vous pouvez utiliser par exemple ici un layout, c'est-à-dire une structure d'email que vous allez remplir vous-même alors avec votre design, votre logo, etc. Plus facile encore, c'est aller chercher les thèmes tout faits de Mailchimp. Voilà les thèmes, l'ensemble des thèmes, vous en avez quelques dizaines ici. Vous pouvez les trier par catégorie. Par exemple, je vais prendre des thèmes qui se prêtent mieux aux newsletters, ici. Je peux les prévisualiser avec la petite loupe ici, pour voir ce que ça donne sur desktop et sur mobile.
Autre grand avantage, c'est qu'évidemment, si vous choisissez un template tout fait, vous n'aurez pas à vous casser la tête non plus pour faire en sorte que votre email se présente bien sur mobile. La plupart, enfin, tous ces templates que vous avez ici sont tout à fait responsive, c'est-à-dire qu'ils s'affichent correctement sur mobile. Donc, je vais en choisir un ici, par exemple celui-ci. Évidemment, ces thèmes sont totalement modulables. Vous pouvez modifier les couleurs, la police, les titres, les sections, l'ordre d'apparition des blocs, etc. Alors, nous sommes dans la plateforme d'édition de notre campagne. Vous remarquez tout de suite qu'elle se divise en deux parties. À droite, la partie édition qui va vous permettre de modifier ce thème. Et à gauche, la prévisualisation de votre campagne. Donc, vous verrez automatiquement, en aperçu direct, ce que ça donne après vos modifications. Donc ici, je peux, à ce niveau très général, modifier le contenu, modifier le design et accéder aux commentaires de mes collaborateurs quand je leur envoie des tests afin qu'ils valident ou pas ma campagne. Alors, partons d'abord du contenu. Ici, imaginons, je veux ajouter une image dans cette partie. Simplement, je vais cliquer sur image et je vais déposer ici l'image à gauche. Vous voyez, c'est très simple. Il a directement créé un nouveau bloc que je peux éditer. À droite, je vais ici charger une image en parcourant ma bibliothèque d'images, mes ressources. Alors, soit je prends une image que j'ai déjà importée dans Mailchimp, ou bien j'en importe ici une nouvelle depuis mon ordinateur. Voilà, je la charge directement et elle s'affiche. Évidemment, ici, elle n'a pas été optimisée au niveau de la largeur. Je peux toujours éventuellement éditer mon image. Par exemple, ici, la redimensionner. Et vous voyez qu'il garde les proportions hauteur-largeur. Voilà, ça ne donne toujours pas grand-chose. Idéalement, je devrais ici voir quels sont les formats que je dois incorporer pour pouvoir la remodifier correctement. Alors, il y a un autre aspect très important quand on introduit une image, c'est que on doit absolument ici modifier ce petit alt. Alors, c'est quoi ce alt? C'est le texte alternatif sur les images. C'est-à-dire que quand une image ne s'affiche pas correctement, l'utilisateur doit pouvoir comprendre quel est le contenu de cette image. C'est important pour l'utilisateur, c'est aussi important pour les filtres anti-spam. Donc, on doit absolument remplir ce alt à chaque image qu'on importe. Donc ici, formation Joomla, par exemple. Je mets à jour et vous voyez le nom qui s'affiche. Et donc, au survol de la souris, à cet email, il verra ce que contient l'image. Une autre donnée intéressante, c'est d'ajouter évidemment un lien cliquable. Si je vais sur Link, eh bien vous voyez, il me reste ici à ajouter l'adresse email de la page vers laquelle je veux rediriger cette image. Et je fais insérer. Mon image est à présent cliquable. Ne pas oublier ici de sauvegarder et de fermer. Pour chaque contenu que vous allez intégrer, généralement, il y a une partie un petit peu aussi de configuration à droite ici, qui va vous permettre éventuellement de modifier la façon dont ça s'aligne, modifier les marges, etc., etc. J'ai ajouté une image, je peux aussi simplement ajouter des boutons pour partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Et il me demande ici, hop, quel texte je veux mettre sur les boutons de partage sur les réseaux sociaux. Je peux modifier les parties qui existent déjà dans ma newsletter. Ici, je clique sur mon texte. Vous voyez, il y a un petit crayon. Je peux dupliquer le bloc, je peux supprimer le bloc, ou je peux éditer mon texte ici à droite. Ici, ça ressemble très fort à n'importe quelle plateforme d'édition de texte. Je peux mettre en gras. Je peux ajouter des images. Je peux ajouter un lien cliquable vers mon site web, ou bien mon adresse email pour une demande de contact, etc., etc. Donc vous voyez, toutes les parties sont éditables de cette façon, simplement en cliquant sur les différentes sections. Et si je veux modifier le design global, eh bien, je vais dans mon design et je modifie ici, par exemple, le fond de couleur
la police de caractère, etc., etc. Voilà, une démarche très intuitive. Ça demande juste un tout petit peu de prise en main au départ, mais c'est franchement très facile, très agréable à utiliser. Et tout en haut, vous voyez ici que Mailchimp incorpore directement un lien qui permet d'ouvrir l'email dans son navigateur au cas où ça ne s'ouvre pas correctement. Il reste, dernier point à confirmer, quand votre campagne est prête. Il me dit qu'il y a un problème, je m'en doutais, parce que je n'ai pas changé les messages par défaut de mon emailing, donc il se doute bien qu'il y a un petit problème au niveau de ma campagne. Et puis ici, il me dit qu'en plus, ma liste est complètement vide, donc forcément, il ne saura pas envoyer ma campagne. Donc, vous voyez ici, en fait, dans cette étape de confirmation, Mailchimp vous donne un petit récapitulatif de tous les paramètres de votre campagne afin que vous puissiez éventuellement corriger ce qui n'est pas correct. Quand vous êtes satisfait, il vous restera soit à programmer votre envoi ici dans Schedule. Donc là, vous pourrez programmer le jour et le moment qui vous convient, ou bien vous l'envoyez directement si vous sentez que c'est prêt. Donc, vous voyez, on a assez rapidement pris en main l'outil. On a vu comment gérer nos listes, on a vu comment créer notre campagne, l'éditer, la programmer. Il nous reste maintenant à voir un petit peu vos questions. Je vois déjà une question ici qui est relative en fait aux listes d'envoi. Hein, donc, on revient un petit peu en arrière. Donc, effectivement, normalement, vous ne pouvez pas envoyer, Jean-François, de campagne Mailchimp depuis une adresse Gmail ou Hotmail. Il y a quelques temps, Mailchimp l'autorisait encore, mais à présent, ce n'est plus possible. Donc, vous allez devoir acheter un nom de domaine qui comprend le nom de votre activité professionnelle. Je l'ai fait récemment. Il faut savoir qu'il y a des solutions très, très bon marché. Ici, la solution que j'ai trouvée était d'un prix dérisoire. Je crois que c'était 3 € pour l'ensemble de l'année pour avoir une adresse email professionnelle. Donc, chez OVH en particulier. Donc voilà, c'est effectivement une contrainte, mais c'est toujours dans un but de sécurité et de professionnalisme. Alors, est-ce qu'il est judicieux de publier sa newsletter sur les réseaux sociaux, Thibaut? Ce nom-là m'est familier, on s'est déjà vu en formation, je me souviens. Donc, effectivement, Mailchimp offre la possibilité de programmer automatiquement la publication de ses newsletters sur Facebook, sur Twitter. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce qu'en agence, on aime bien de configurer de façon plus optimisée, je vais dire, le partage sur les réseaux sociaux. Et donc, on le fait manuellement. On sait bien qu'un partage sur Twitter ne vaut pas un partage sur Facebook. Donc, chaque réseau a sa propre façon de communiquer, son ton, sa structure. Donc, on le fera de façon plus professionnelle en personnalisant chaque partage. Alors, Jean-François me demande s'il est possible de relire avant envoi. Alors oui, faites-le absolument. C'est même pas est-ce qu'il est possible, c'est une obligation. On sait bien que les erreurs arrivent vite. Donc c'est pour ça que je vous montrais la possibilité d'éventuellement envoyer un email test à vos collaborateurs, à vos clients, pour pouvoir le valider avant envoi. C'est essentiel. C'est une des grandes forces justement de Mailchimp, c'est vous permettre de tester facilement. Ici, déjà vous avez la possibilité d'entrer dans un mode preview, donc de prévisualiser votre campagne. Vous pouvez prévisualiser ce que ça donne sur desktop et sur mobile. En version payante, vous pourrez aussi tester différentes messageries comme Gmail, Hotmail, etc. pour voir ce que ça donne dans chacune. Et après ce preview, vous pouvez envoyer un test email ici. Donc simplement, vous allez mettre les adresses des personnes à qui vous souhaitez envoyer ce test. Vous pouvez les cocher dans une liste, d'accord ? Envoyer, vous pouvez même mettre un petit message si c'est un test que vous envoyez à votre client par exemple. Et donc cette personne va recevoir la campagne en test, donc elle ne sera pas envoyée véritablement, c'est simplement un test qui lui parvient, c'est signalé par des crochets test à l'intérieur qui indiqueront bien que c'est simplement une première ébauche, et elle peut commenter directement, répondre à ce test, et les commentaires apparaîtront ici dans la partie feedback de votre campagne. Donc ça, c'est indispensable. Les fautes, les erreurs de lien, les boutons qui ne fonctionnent pas, tout ça, ce sont des erreurs qui arrivent très très vite. Donc il faut absolument à chaque envoi bien vérifier que tout est correct par cette série de tests. Une vaste question qui m'est posée par Léna, comment augmenter le nombre de ses abonnés? Alors là, c'est effectivement une très vaste question. On rentre vraiment là dans la stratégie marketing pour faire ce qu'on appelle du lead generation, donc de la génération de leads.
Et c'est indispensable parce qu'effectivement, vos bases de données d'emailing, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, l'expérience, elles ont tendance à s'user un petit peu au fur et à mesure du temps. C'est une usure naturelle. Vous avez certains abonnés qui ne s'intéressent plus à vos produits au bout d'un certain temps, ou bien des adresses qui ne sont plus valides, etc. Et donc, vous allez devoir régénérer progressivement et constamment vos listes d'emailing pour toujours avoir une base de données suffisamment puissante et fiable. Et donc, il existe différentes méthodes. J'ai déjà évoqué un tout petit peu tout à l'heure la possibilité d'intégrer votre formulaire d'inscription dans votre site web. Vous pouvez lier ça évidemment à des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, par exemple, en mettant derrière une action promotionnelle spécifique. Vous pouvez créer ce qu'on appelle des landing pages en marketing, c'est-à-dire des pages de capture. Vous avez tous déjà vu ça. Par exemple, vous arrivez sur une page où vous souhaitez télécharger un catalogue ou un coupon de réduction et on vous demande vos prénoms, noms, email. Et bon, ça, c'est vraiment un outil fantastique pour générer des leads. Mais évidemment, respectez toujours les règles légales, à savoir d'informer les gens sur l'utilisation qui sera faite de leur email suite à cet envoi. Est-ce fiable pour une entreprise de se contenter de la version gratuite? Oui, c'est tout à fait fiable. Tout dépend du nombre d'utilisateurs que vous avez, du nombre d'envois que vous avez mensuellement. Je connais des entreprises qui ont moins de 2000 contacts dans leur liste et qui fonctionnent très bien avec la version gratuite. Vous avez déjà accès à la plupart des fonctionnalités Mailchimp en version gratuite. Tout à l'heure, vous parlez du marketing automation, donc l'automatisation des envois. Avant, Mailchimp le réservait à la version payante. Aujourd'hui, c'est accessible à la version gratuite. Donc, pas de souci pour partir en version gratuite. Et en tout cas, testez d'abord l'outil en version gratuite pour voir si, évidemment, ça répond à vos attentes. Pour le formulaire d'inscription sur un site web, comment le mettre en avant? La fenêtre pop-up. Effectivement, la fenêtre pop-up n'est pas pour moi la meilleure solution au niveau ergonomique. Tout le monde sait à quel point ça peut être casse-pied de tomber sur un site et d'avoir une pop-up qui s'ouvre. Moi, personnellement, ça a tendance à me faire fuir, donc je ne sais pas si vous aussi. Donc, j'évite le pop-up. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, la landing page, ça peut être intéressant. Dans une page contact, évidemment, c'est la place naturelle pour avoir un formulaire d'inscription à une newsletter. Éventuellement dans le footer, s'il est suffisamment visible, si la box d'inscription à la newsletter est suffisamment visible, donc vous devrez peut-être travailler un petit peu le design pour le faire ressortir. N'hésitez pas, dans tous les cas, à donner un petit incitant pour que les gens aient envie de s'inscrire à votre newsletter. Ne dites pas simplement inscrivez-vous à ma newsletter. Essayez de rendre ça un petit peu plus engageant en expliquant un petit peu tous les bénéfices qu'ils pourront tirer de cette newsletter. Ici, évidemment, c'était très court, je vous l'avais annoncé dès le départ. Donc, on a vu les bases de Mailchimp. J'espère avoir convaincu sur la facilité d'utilisation de Mailchimp. J'espère que vous aurez aussi vu que c'est tout à fait possible en 1 heure de déjà acquérir les bases pour créer son premier email, sa première campagne. Après, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, l'efficacité de l'email marketing, comme je le disais au tout début, n'est plus à démontrer. C'est une efficacité prouvée, c'est aussi bon que Vanish quelque part, ça marche aussi bien, à condition de respecter certaines règles, bien entendu. Ce serait trop facile de se dire qu'il suffit d'envoyer des emails pour avoir des clients qui affluent en magasin. Il y a évidemment des bonnes pratiques à respecter. Alors, parmi ces bonnes pratiques, et là je rentre plutôt justement dans les considérations plus en stratégie marketing, tactique marketing à un niveau beaucoup plus global, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de générer régulièrement des leads de façon permanente, constante, c'est-à-dire essayer d'acquérir de nouveaux emails de qualité, et j'insiste bien sur le mot qualité. Donc, des personnes qui vont effectivement s'inscrire à votre newsletter ou à votre emailing de façon tout à fait informée, et parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir en tirer de l'information pertinente pour leur activité. Faire du lead nurturing, c'est-à-dire continuer à couver vos utilisateurs pendant un certain temps si c'est nécessaire. Donc, par exemple, dans mes clients, j'ai un client qui vend des piscines. C'est un produit qui demande quand même une certaine maturité. On ne commande pas une piscine du jour au lendemain. Donc, il faut pouvoir informer régulièrement les utilisateurs avec du contenu de qualité. C'est de la stratégie de contenu. Ça suppose aussi de bien segmenter ses envois. On ne va pas envoyer une demande de devis à quelqu'un qui en est seulement à découvrir le produit. Donc, le ciblage, la segmentation, ce sont des choses primordiales. Je l'ai dit plusieurs fois, tester, c'est super important, on ne le dira jamais assez. Il n'y a pas de règle absolue, généralement en marketing, c'est vraiment de l'expérience avant tout. Donc, mettez en place un système de mesure de vos performances.
surveillez le taux d'ouverture, de clics, etc. Et voyez ce qui fonctionne le mieux. Et quand vous êtes prêt à vous lancer, éventuellement faites de l'A/B testing, c'est-à-dire des tests avec un panel d'utilisateurs pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est la version A ou la version B de votre campagne? Si vous avez envie d'aller plus loin, d'en savoir plus sur les tactiques de génération de leads, de lead nurturing, sur la façon dont vous allez pouvoir personnaliser vos envois, avec notamment les segments MailChimp, avec les tags MailChimp dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais qui sont vraiment très pratiques pour pouvoir envoyer un email de façon tout à fait personnalisée à quelqu'un. Comment optimiser vos campagnes, comment mettre en place le reporting, n'hésitez pas. Envoyez-nous encore vos questions si vous en avez encore quelques-unes. Et puis, je vous signale aussi que je donnerai bientôt une formation à Technofuture TIC le 29 septembre pour apprendre justement à créer des campagnes d'emailing efficaces et professionnelles avec MailChimp. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, voilà. J'espère que ce webinaire vous a plu. Donc, n'hésitez pas à répondre au formulaire que je vous ai mis dans le chat pour recevoir les slides et surtout pour nous améliorer dans nos prochains webinaires et savoir si tout s'est bien passé pour vous, si vous avez eu des problèmes techniques, si le contenu du webinaire était intéressant, si ça vous a aidé. Donc, effectivement, il y aura un replay, il y aura aussi une vidéo plus peut-être mise en scène que vous apercevrez certainement. Tu me fais peur, Pauline. Par plus tard. Pauline, tu me fais peur. Mais non, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Le bêtisier va suivre. Le bêtisier va suivre. Les dessous d'un webinaire. Oui. Et voilà, je voulais tous vous remercier. Merci à tous aussi. Très bien. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt, à Techno ou ailleurs. Hein.